Bonjour, nous sommes le vendredi 28 juillet 2017. Et hier, j'ai reçu un long message par un participant au blog. Il fait des billets sur le blog et il participe aussi à l'activité du petit groupe plus restreint qui s'appelle Les Amis du blog de Paul Jorian. Et il m'envoyait un portrait euh, de la situation de mon blog, des amis du blog de Paul Jorian, de manière plus générale aussi, de la situation dans les pays où on lit, où on écoute essentiellement le blog de Paul Jorian, c'est-à-dire voilà, dans les pays francophones, en France, en Belgique, en Suisse, au Québec et dans d'autres endroits. Ça me fait plaisir de voir de temps en temps que voilà, qu'on me regarde en Chine, qu'on me regarde en Amérique latine. Qu'est-ce que j'ai encore vu l'autre jour? La Turquie, le Canada, et ainsi de suite. Mais le Canada, je l'ai mentionné, c'est le Québec où on écoute depuis longtemps ce qui se dit ici. Et le portrait qui était dressé par cette personne, à qui que j'ai encouragé d'ailleurs à modifier légèrement son billet pour enlever les éléments très personnels, je l'ai encouragé à le mettre sur une forme qui permettrait de le mettre sur le blog, mais il ne l'a pas fait, je ne sais pas. Il attend, ou bien il y travaille, ou bien il pense que c'est pas une bonne idée. Mais le portrait qu'il dressait euh, mérite d'être résumé par une expression. Un champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il faisait le bilan du fait que il pourrait sembler que le blog de Paul Jorion a échoué dans ce qu'il a essayé de faire, que ce petit groupe qui avait été extrêmement actif des amis du blog de Paul Jorion est tombé dans ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait en psychiatrie une stupeur catatonique, c'est-à-dire c'est le silence de gens que je crois dans un désarroi, de gens qui se demandent si ça vaut encore la peine de faire quelque chose, qui réfléchissent, qui ont été sonnés par la campagne en France, qui sont peut-être sonnés par la situation politique en Belgique. Et si je voulais vous parler de ça, c'est parce qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que j'ai le sentiment, moi, personnellement, de n'avoir jamais aussi bien su ce que j'avais envie de faire. Oui, je vous pose des questions en disant est-ce qu'il faut adopter telle et telle position? J'en parlerai peut-être pour terminer. Mais j'ai de la chance, j'ai de la chance. Vous savez, j'ai une conception extrêmement psychanalytique de l'être humain et j'ai le sentiment que pas plus que les autres, nous ne savons qui nous sommes si nous ne prenons pas le temps de nous regarder, et les vidéos offrent la possibilité de le faire, de nous écouter, de relire ce que nous avons pu écrire. Et vous savez, ce paradoxe dont j'ai déjà souvent parlé, qu'on peut avoir le sentiment, je ne suis pas le seul, d'apprendre quelque chose en lisant quelque chose qu'on a écrit, ce qui est très paradoxal puisqu'on l'a écrit. Mais comme vous le savez, il y a une scission au milieu de nous, nous sommes clivés, nous n'avons pas comme sujet un accès absolu à la personne que nous sommes. Nous avons cette petite lucarne, cette petite fenêtre que nous appelons la conscience, mais elle ne nous permet que de jeter un regard, voilà, c'est plutôt comme une meurtrière ou comme un regard, comme on dit, une fenêtre très étroite qui ne nous permet pas, à plus que d'autres, de comprendre qui nous sommes. Et là, ben les aléas de l'histoire, mais de l'histoire avec un petit H, les événements font que parfois on est dans une meilleure position qu'à d'autres moments. Et là, j'ai la chance d'être dans une bonne position parce que sur une période d'un an, vont paraître 4 ouvrages, ou ont déjà paru 4 ouvrages de ma plume, et dont l'initiative n'est pas nécessairement la mienne. Ce qui est encore plus intéressant. Quand on vous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'on reconnaît que vous avez un certain talent, une certaine capacité à faire quelque chose qui n'est peut-être pas ce que vous imaginez. Ça a été fort l'histoire de ma vie qu'on me demande de faire des choses et que je les fasse très correctement, mais qui n'était pas du tout ce que je voyais comme étant ma vocation, comme on dit. Et là, ces 4 ouvrages, voilà, il y en a qui a déjà paru officiellement au mois de mars, qui s'appelle Se débarrasser du capitalisme est une question de survie.
Je vous l'ai dit, le titre n'est pas de moi, le titre est d'une personne qui m'a interviewé, dont l'interview se trouve dans ce volume, et sinon c'est un ensemble de chroniques. Voilà, c'est les chroniques que j'ai écrites sur une dizaine d'années. Et en les relisant, j'ai trouvé un certain sens que je n'avais peut-être pas trouvé au moment même où j'écrivais les papiers, mais tout ça se mettait ensemble et de voir ça sur 10 ans, il y avait effectivement ce sens qui apparaissait et qui a très bien été résumé par cette phrase: se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Alors, il y a un autre ouvrage, et ça, cet ouvrage, c'est le fruit de longues discussions sur de nombreuses années avec Jean-Pascal Labille et Michel Jadot en Belgique, des représentants d'un courant, je ne crois pas que je les offenserai en disant qu'ils représentent un courant de gauche à l'intérieur d'un mouvement qui s'appelle le mouvement socialiste et qui est un... Le socialisme est un mot que plus personne n'ose utiliser, ni M. Macron, ni M. Mélenchon. Je ne l'ai pas vu beaucoup non plus chez M. Hamon. Et voilà, je suis un des derniers à utiliser ce mot parce que je crois que c'est un mot qui est encore plein de promesses, qu'on n'a pas, voilà, que ceux qui s'en sont prévalus ne savaient pas de quoi ils parlaient ou oubliaient de quoi ils parlaient. C'est une idée neuve. C'est une idée neuve du début du 19e siècle, mais qui n'a encore jamais été mise en application. Le moment est venu. Oui, ce sont essentiellement des gens que Marx et Engels ont appelés des socialistes utopiques, mais c'était un terme de dérision parce qu'eux étaient en faveur d'un socialisme de type autoritaire, dont j'ai le sentiment que voilà, qu'il a été mis en application en Union soviétique et dans quelques autres pays. Je n'ai pas le sentiment, moi je vous l'ai déjà souvent dit, que Marx et Engels étaient trahis dans le communisme soviétique. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils voulaient. Et c'est pas du tout ça que moi je veux personnellement, ni d'autres personnes qui se prévalent du socialisme et de ce mot-là. Alors, premier ouvrage, se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Le deuxième, vers un nouveau monde, qui se manifeste pour un socialisme moderne, de maintenant, de progrès. Bien entendu, tous ces mots modernes, progrès, ont été mis à toutes les sauces et on n'ose même plus presque les utiliser, ni même socialisme. Tout ça, si, ce sont des choses qu'il faut faire. Tout ça, c'est dans l'esprit des révolutions réussies et raté, etc. Des choses qu'il faut absolument faire. Un manifeste pour un socialisme de demain. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de le mettre en pratique en Belgique en particulier. Pourquoi en Belgique? Parce que c'est là qu'on m'a demandé de le faire et c'est là que je l'ai fait très volontiers et c'est là que si on me demandait de faire des choses en tant que citoyen, c'est le seul pays où j'ai la capacité de le faire parce que c'est la seule nationalité que j'ai qui est d'être belge. Et que j'ai beaucoup apprécié quand on m'a demandé, c'était il y a 2 ans, 3 ans, quand on m'a demandé de participer à ce comité pour l'avenir du secteur financier en Belgique, j'ai été très honoré, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et j'ai eu le sentiment qu'il y avait des choses à faire et que je vous l'ai dit à l'époque, je pouvais convaincre des interlocuteurs devant moi de faire les choses dans le sens que je vois. Le troisième ouvrage, c'est un ouvrage qui s'appelle, dont je vous ai absolument pas encore parlé, ça s'appelle Peut-on encore penser à l'heure du grand collapse? Un très beau titre mis au point par Sandrine Palussière chez Fayard. Voilà, je vous le répète, Peut-on encore penser à l'heure du grand collapse? C'est un ouvrage qui dérive, qui a été conçu à partir de ces interviews qu'ont voulu faire de moi Franck Cormeret et Jacques Athanase Gilbert. Franck Cormeret, professeur à Bordeaux, et Jacques Athanase Gilbert, professeur à Nantes, des membres d'Ars Industrialis, des gens proches de Stigler qui ont voulu m'interroger. Vous avez dû voir ça sur le blog aussi. Et c'est une sorte de parcours intellectuel qui m'a permis là de comprendre, non pas ce que j'avais écrit comme dans le cadre du premier ouvrage dont je viens de parler, mais de comprendre ce que j'avais peut-être essayé de faire dans une carrière intellectuelle. Tout ça a l'air de s'articuler, tout ça a l'air d'aller ensemble. Ma réflexion sur la guerre civile numérique, ça fait corps avec la réflexion que j'avais pu faire en intelligence artificielle, ce que j'ai pu comprendre de travailler dans la soute, dans la salle des machines des banques où on m'a demandé de venir
de venir travailler, de ce que j'ai compris dans mon parcours d'anthropologue. Et là aussi, c'est un ouvrage qui est salutaire pour moi parce que j'ai compris, voilà, les éléments que j'ai pu rassembler. Et là aussi, ça fait sens, tout ça vient bien ensemble. Et ensuite, bon, il y a l'ouvrage que je suis en train de terminer, vous envoyez des bribes sur le blog parce que je l'ai publié, des réflexions sur le transhumanisme, des réflexions sur la théologie, des réflexions sur où en est-on, qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde comme le nôtre. Et là où m'a conduit là, de lire récemment, c'est la pensée de ce théologien qui s'appelle Jacob Taubes, un théologien, un théologien qui ne tombe pas du tout dans le moule. Vous n'attendez pas à trouver quelqu'un qui ne sort pas de sa tour d'ivoire et qui réfléchit en théologien. Non, il a fait de la théologie, je dirais, d'une manière qui vous encourage, qui encourage tout le monde à en faire, c'est-à-dire à mettre ensemble tous les éléments de notre culture et d'essayer de voir comment ça se goupille ensemble. Et là tout ça aboutit à cette conclusion que je vous ai soumise d'ailleurs la semaine dernière. On peut aussi bien, à l'intérieur de notre culture, et là je ne parle pas de la Chine, parce que la Chine c'est un autre truc, et là aussi j'essaie de la comprendre, et là aussi pour moi c'est un élément important d'information, cette chose qui est que mon livre qui s'appelle Le dernier qui s'en va éteindre la lumière, que les Chinois voulu le traduire, et que voilà que ça va paraître bientôt. Je ne sais pas comment ça va être reçu, je n'en ai absolument pas la moindre idée, mais le fait que les Chinois aient envie de lire ce livre, m'a encouragé à terminer celui que je suis en train d'écrire depuis un an et demi, 2 ans, et qui s'appellera Qui étions-nous, et qui est un ouvrage qui est dans la suite de le dernier qui s'en va éteindre la lumière, une réflexion sur qu'est-ce qu'il est encore possible de faire, qu'est-ce que nous avons compris en tant que genre humain, et est-ce que nous avons les éléments là d'une survie possible de nous-mêmes à la surface de notre planète. Pour moi, la réponse n'est absolument pas évidente, et c'est ça qui me distingue évidemment des théologiens. Quand un théologien me dit on peut soit tomber dans une pensée dans notre culture occidentale, tomber dans une pensée de l'éternel recommencement, c'est-à-dire que voilà, nous ne sommes jamais que dans des reconfigurations, des recombinaisons de choses qui ont déjà eu lieu et qui auront encore lieu. On peut aussi se dire, parce que à l'intérieur d'une culture comme la nôtre, c'est un raisonnement sur lequel on tombe nécessairement, que les choses vont à la catastrophe, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire, et que peut-être même qu'après la catastrophe, on se retrouvera dans une situation où on aura sauvé le monde d'une certaine manière. Il y aura une rédemption, il y aura d'abord une apocalypse, c'est-à-dire une révélation de la catastrophe qui se prépare, et des lendemains qui chantent, le royaume de Dieu sur terre, etc., etc. Mais on peut aussi arriver à une troisième conclusion, non pas qu'il y ait de l'éternel retour, non pas qu'il y ait justement des catastrophes suivies de renaissance, mais peut y avoir, et ça c'est l'aboutissement de ma propre pensée, il peut y avoir des catastrophes. Il peut y avoir des catastrophes qui ne sont pas suivies d'une renaissance, qui ne sont pas suivies d'une rédemption, c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Et là voilà, c'est ce que je disais, j'ai cette chance que, en se contentant de faire comme d'autres peuvent faire, c'est-à-dire de lire ces 4 ouvrages qui ont paru ou qui vont paraître, je crois qu'il y a du sens qui apparaît. Il y a un sens qui est visible aussi par d'autres. Et c'est un sens, à mon avis, qui peut sortir peut-être les gens de la catatonie, du découragement, de la même manière que hier. Voilà, que hier, je me suis réjoui de voir dans le journal nationalisation des chantiers de Saint-Nazaire. C'est la chose qu'il faut faire. Vous avez dû voir que dans le discours qui avait été tenu par M. Macron, le grand discours, je ne sais plus de la date, c'était quoi, le 3 mai ou le 3 juin, j'avais été particulièrement irrité par ce mot de girondisme, non pas que la Gironde ne soit pas un beau pays, mais là, l'esprit du girondisme, c'est l'esprit du retour en arrière, de la contre-révolution, de la restauration, de pas aller jusqu'au bout de son projet. Et là, ça m'avait irrité particulièrement. Et quand j'ai vu, c'est le mot qui m'est venu tout de suite, jacobinisme, c'est le contraire, c'est la chose,
c'est au moins une des choses dans lesquelles je crois comme moyen vers certaines fins. Quand j'ai vu que tout le monde a utilisé ce mot de jacobinisme, j'étais un petit peu soulagé. Pourquoi? Parce que ce désarroi, cette paralysie, cette catatonie, elle est aussi le cas de ce gouvernement, de ce nouveau régime que M. Macron essaye d'incarner dans le bon sens, mais c'est aussi, là aussi, il faut bien le dire, cette campagne électorale en France récente, des élections présidentielles puis des législatives, on peut aussi le résumer comme un grand champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Et on le voit d'ailleurs dans les dissensions qui apparaissent aussitôt. Ce n'est pas en rassemblant une armée déclopée, pour rappeler des choses par leur nom, qu'il y a nécessairement un grand souffle qui se lève. Mais il y a la possibilité de faire autre chose. Il y a la possibilité de ne pas tomber dans l'ornière tragique de la Hongrie et la Pologne pour le moment, des nationalismes de droite, le populisme dans son plus mauvais sens, le plus mauvais sens du terme, prenant le pouvoir. Alors voilà, on est à la fin du mois de juillet, mais j'ai le sentiment qu'une renaissance est possible. Non pas sur des illusions, non pas sur des croyances de type théologique, non pas sur des mythes comme les fils dévorant le père et puis étant coupables à l'infini de ça. Tout ça, c'est de la mythologie. Il faut séparer la mythologie de ce qui s'est vraiment passé, de ce qu'on peut vraiment tirer de ce genre humain. De quoi il est capable, c'est le mot que j'avais utilisé, c'est peut-être le grand mot de ce livre, l'année qui s'en va éteindre la lumière, lucidité, appelons à la lucidité. Et la lucidité, c'est que le genre humain, c'est un mélange de tas de trucs. C'est l'horreur absolue, c'est le bonheur absolu, c'est la beauté et c'est la laideur. Ce sont ces représentants de Dieu qui sont apparus dans notre tête, mais aussi ces représentations du diable et de Satan. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est ce spectacle d'une espèce animale doué, avec un talent spécial, un talent de la technologie et d'inventer des choses et qui lui permettra peut-être d'échapper à la planète qui l'aura complètement détruit. C'est vraiment pas le scénario que j'espère. J'espère qu'on pourra garder cette planète, qu'on pourra la rendre vivable, qu'on pourra en faire le paradis sur Terre que ça pourrait être et sans nécessairement l'immortalité. L'immortalité, je crois que c'est une idée qui nous est nécessaire comme jambe de bois parce que voilà, de la même manière que l'idée qu'on puisse mourir un jour peut être considérée par nous comme une manière un salut en soi, qu'au moins ça s'arrête. Et l'immortalité peut aussi apparaître comme la possibilité d'exorciser cette grande terreur qui est la nôtre à partir du moment où nous avons compris que nous allions mourir un jour. Il faut que nous comprenions le monde où nous sommes. Il faut que nous comprenions sa capacité à être un enfer, mais aussi sa capacité à être un paradis, et que nous sortions de la gangue, la capacité à en faire un paradis. Et là, le temps presse, c'est le nom qui a été donné à ce recueil d'articles de Jacob Taubes que je vous encourage véritablement à lire. Le temps presse parce que la catastrophe, elle est là, sans révélation, sans apocalypse, sans lendemain qui chante automatiquement derrière, sans royaume de Dieu. Dieu, à mon sens, ne descendra pas sur terre. Nous savons ce qu'il y a dans le ciel maintenant, grâce à la physique moderne, grâce à l'astronomie, et le royaume de Dieu n'est pas là quelque part. Si nous voulons le royaume de Dieu, il faut que nous le fassions nous-mêmes avec nos propres moyens, et nous avons le talent pour le faire. Nous avons aussi cette dimension satanique en nous-mêmes. Nous avons le sadisme, le plaisir de faire souffrir, le plaisir de jeter plein la vue, de montrer aux autres qu'on n'est pas un con, etc. Nous avons la capacité de saboter ça et nous l'utilisons tous les jours. Et malheureusement, nous sommes victimes d'un complot, de ce complot ultralibéral qui est une forme
je ne crois pas que le Satan existe, mais qu'il y ait une forme de satanisme en soi. C'est de mettre en avant le pire à l'intérieur de l'homme et de vouloir en faire un idéal. Et on répétera jamais assez que des gens comme von Hayek, von Mises, ce Buchanan dont on parle ces jours-ci parce qu'il y a on comprend mieux à quel point ce type était lié, tous des gens, pas von Mises, mais si on ajoute Friedman, les prix Nobel, tous des personnes qui ont voulu aller conseiller Pinochet, c'est dire le genre d'ordure dont on parle. Il y a des gens qui m'écrivent et qui ont une bonne opinion d'Hayek, mais bon, messieurs, dames, oui, si vous croyez à Satan, c'est Satan. Voilà, c'est ce qu'on peut faire de pire au genre humain, de se conduire comme des gens comme ça. On lui a pas demandé d'aller conseiller Pinochet, ça lui est venu tout seul. Et alors ne me citez pas ce bonhomme en exemple, ne me dites pas qu'il a réfuté Keynes. Non, c'est une crapule, c'est une ordure. Il n'y a rien de ce qu'il a pu dire qui n'était pas calculé, qui n'était pas en vue d'établir la différence entre les êtres humains et comment, sur la base du veau d'or, sur la capacité des gens à faire de l'argent, à dire voilà, quelqu'un qui mérite de vivre et de survivre et de vivre bien, c'est quelqu'un qui a pu le montrer en faisant de l'argent. Il n'y a pas de moyen plus dévoyé que de comprendre ce qu'a pu être le genre humain. Il faut lire des gens qui ont compris au fil des années ce qui s'est passé, les Socrates, les Aristote, les Machiavel, les Shakespeare, les Victor Hugo, les Saint-Paul, les gens voilà, qui ont réfléchi à ce qu'on était et donc j'essaye de mettre l'image ensemble pour que nous puissions tirer des conséquences, des leçons de ce qu'ils ont appris, chacun à sa manière, et en tirant la quintessence, en essayant d'en tirer la quintessence. Voilà, ça c'est le programme de ce livre qui s'appelle Qui étions-nous. J'ai l'impression d'avoir parlé plus longtemps que d'habitude, mais c'est parce que j'avais envie de dire quelque chose. C'est ce contraste entre le sentiment d'avoir l'idée de savoir où il faut aller maintenant, ce contraste entre ça et le désarroi que je vois autour de moi, tout près, sur ce blog de Podjorion, dans ces amis du blog de Podjorion qui sont tombés dans un mutisme absolu. Non, je crois qu'il y a moyen de savoir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que cette réflexion aussi est importante que je fais en ce moment sur le transhumanisme, parce que le transhumanisme, il n'y a pas grand-chose à en garder, mais il y a au moins il y a un projet. C'est un projet là aussi qui est assez dévoyé, mais il faut voir ce qui est valable là-dedans et ce qui ne l'est pas. Ce qui fait toujours partie de ce grand objet de l'anthropologie, de faire disparaître la superstition, parce que la superstition, c'est exactement le contraire de la lucidité, mais aussi ce qui sont des illusions de type scientiste ou autre, qui sont du recyclage aussi de la pensée apocalyptique qu'on trouve chez les transhumanistes et ainsi de suite. Il faut trier le bon grain de livret, mais il y a du bon grain, aussi, et c'est ce que je vais essayer de faire dans Qui étions-nous. Alors, je crois que le moment est véritablement venu de retrousser ses manches et de faire des choses, parce que dans des périodes de grand désarroi, eh bien, il y a quand même une chose qu'on apprend quand on regarde l'histoire, ce sont les périodes de plus grande liberté, ce sont les périodes où, si on a une idée, si on veut la réaliser, elle est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, parce que si elle est bonne, il y a des gens qui viendront avec vous. Parce que s'il y a des choses à changer, il y a d'autres gens qui veulent les changer. Alors, j'espère que je vais dire le mot certitude, c'est pas une certitude, hein, c'est pas une certitude du tout, puisque je vous dis, c'est en me lisant moi-même que je trouve peut-être ce qu'il y est, mais il y a la possibilité dans ce monde, non pas de trouver du sens, mais d'en mettre, et le moment est venu d'en mettre. Nous avons la boîte à outils est là, nous avons les éléments pour comprendre. Ce sont des gens comme voilà, Machiavel, Shakespeare, Victor Hugo, il y en a d'autres qui ont mis tout ça en place. Rimbaud, l'autre est un mot, et ainsi de suite.
Le moment est venu, non pas parce que Dieu attendrait de descendre sur terre, non, non, si nous voulons faire les choses, il faut que nous les fassions nous-mêmes et que nous lisions dans le reste du monde les volontés de faire comme nous. Le désarroi des Américains devant le président qui se sont donnés, c'est une chose, voilà, il y a un ferment aussi là. Ces tentatives désordonnées, un peu dans tous les sens, de modernité, de retour à des absolutismes qu'on voit en Chine, là aussi il y a des choses à prendre. Nous avons le moyen de réfléchir. Nous avons le moyen de réfléchir. Et pas simplement parce que tous ceux qui ont un smartphone peuvent regarder dans Wikipédia quelques bonnes définitions, mais euh, oui, nous avons, tout est sur la table. Tous les éléments sont dans notre main. Et si nous voulons faire un autre monde, on peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant. Et il faut le faire maintenant, parce que si on ne le fait pas maintenant, il ne se fera jamais. Parce que la possibilité existe effectivement que nous soyons simplement en train de détruire la planète comme le lieu où nous pouvons vivre. Il faut le faire maintenant. Il faut se dépêcher. Le temps compte. Vous ne serez pas immortel. Je ne suis pas non plus. Je suis plus proche de la fin sans doute que la plupart d'entre vous. Le moment est venu de faire des choses. Le moment est venu de faire des choses. Il faut sortir, il faut secouer voilà, ce mutisme, cette catatonie, cette paralysie dans laquelle on est. Elles sont liées au fait que nous sommes au pied du mur et ça participe à notre paralysie de voir ce grand mur devant nous, mais le moment est venu de l'escalader, d'en faire quelque chose. Pas parce qu'il y a quelque chose déjà derrière ce mur, mais parce que nous avons des choses à bâtir derrière ce mur et il faut les bâtir maintenant. Voilà, allez, passez une bonne semaine.